Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle rencontre de l'Agora. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Agnès Benassi-Kéré, économiste en chef du Trésor public, membre du Cercle des économistes et professeur d'économie à la Sorbonne et à l'École d'économie de Paris. Bonjour Agnès Benassi-Kéré. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Contente de revoir des jeunes. Un débat qui revient souvent sur la table, c'est l'idée d'une émission commune de la dette européenne. Néanmoins, certains pays dits frugaux, comme l'Allemagne ou les Pays-Bas, sont réticents à l'idée de payer pour des pays plus endettés qu'eux. Est-ce que l'émission d'une dette commune aurait vraiment des conséquences inégales entre les pays de la zone euro? Alors, il y a déjà des émissions de dettes communes. La Banque européenne d'investissement émet des dettes communes. Le mécanisme européen de stabilité émet des dettes, disons, d'une certaine manière commune. Et le programme de relance européen, Next Generation EU, l'objet, c'est donc de faire une relance budgétaire financée par une dette commune. Alors après, il y a plein de garde-fous pour que l'Allemagne ne se retrouve pas à payer pour les autres. Là, ça va être adossé sur le budget européen. Et le budget européen, il y a une clé de répartition. Et donc, si un pays ne veut plus payer, il sort de l'Union européenne. Donc, c'est assez coûteux. C'est quand même un garde-fou très important. Et d'ailleurs, les marchés l'ont bien compris et ils attendent avec un certain appétit cette dette européenne. Donc là, aujourd'hui, le processus, donc, il doit être validé dans chaque pays individuellement. Là, le processus est bloqué, on espère temporairement, en Allemagne pour des raisons juridiques. Et donc, cette idée de plan de relance européen est quand même née d'un accord franco-allemand conclu entre la chancelière et le président français. On ne peut pas dire non plus que l'Allemagne est contre cette idée. Au contraire, c'était vraiment, et d'ailleurs, c'est une évolution tout à fait notable dans la pensée économique en Allemagne. Pour poursuivre sur le sujet de l'Europe, on peut observer une volonté commune des États membres avec différentes initiatives comme la stratégie de Lisbonne ou la stratégie Europe 2020, pardon. Néanmoins, on constate que la croissance européenne demeure relativement faible. Est-ce qu'il existe des freins structurels et durables à la croissance européenne? Alors ça, c'est une très, très, très bonne question. Alors après, d'abord, il faut poser la question, est-ce qu'on parle de croissance du PIB, croissance par habitant? Donc la démographie européenne n'est pas très dynamique. La deuxième chose, c'est que la croissance a diminué partout dans le monde, même dans les pays émergents dans les dernières décennies. Et donc l'Europe, et comme les autres, a vu ses taux de croissance s'éroder. Il y a des raisons structurelles, à ça. Alors, c'est beaucoup débattu entre les économistes au niveau mondial. Est-ce que le progrès technique, finalement, s'est ralenti? Est-ce qu'il se diffuse moins dans l'économie? Est-ce que le vieillissement de la population a amené finalement à moins d'investissement? Cette faiblesse démographique entraîne avec elle moins d'investissement. Donc il y a un certain nombre d'hypothèses. Est-ce qu'il y a trop d'épargne? Bon, un certain nombre d'hypothèses. Alors, qu'est-ce qui est spécifique à l'Europe par rapport aux autres zones? Finalement, c'est plutôt ça votre question. Et qu'est-ce qui est spécifique en France d'ailleurs? On pourrait aussi prolonger votre question. Donc, qu'est-ce qui est spécifique en Europe? Je pense que un des sujets, c'est qu'on n'a pas complètement exploité encore le marché unique. Ça peut paraître bizarre, parce que c'est vieux, mais on ne l'a pas encore complètement exploité. On sait qu'aujourd'hui, les économies européennes sont des économies essentiellement de services. Or, le marché unique et des services reste encore très largement à construire. Même si sur le papier, il y a un marché unique, en fait, il y a plein de petites barrières qui font qu'on n'a pas véritablement exploité totalement, et c'est notamment le cas pour tout ce qui est services numériques, où les choses progressent, mais pas assez vite. C'est également le cas pour ce qui est des financements. Donc, on n'a pas encore de marché unifié des capitaux. Il y a des frontières sur le marché des capitaux. C'est encore le cas sur l'union bancaire, en dépit des grands progrès qui ont été faits. Il n'y a pas encore l'union bancaire au sens où la frontière ne compterait pas pour l'activité bancaire. Les banques, maintenant, ont encore il y a des réglementations encore qui diffèrent entre les pays, mais aussi, il y a des incitations en termes de capital, en termes de liquidité, à raisonner pays par pays.
Donc voilà, même si c'est un très grand marché avec du potentiel, il y a encore beaucoup de trajets à faire. Et on peut estimer, par exemple, que finalement, la moitié des gains, donc il y a eu beaucoup de gains qui ont été faits avec le marché unique, en termes de PIB par habitant, mais la moitié des gains sont encore à venir. Donc ça donne un champ encore très très important. Nous avons commencé à évoquer les questions de l'union monétaire. Est-ce que la monnaie unique, qui implique une politique monétaire commune à tous les États membres, peut se faire sans un budget européen commun? C'est une très bonne question. Donc la zone euro, c'est un peu bizarre parce que si vous comparez à un pays fédéral, prenons les États-Unis, l'essentiel de la dette publique, c'est une dette fédérale. Et les États ont très peu de dettes, sauf exception. En zone euro, c'est l'inverse. Le niveau européen a très peu de dettes et c'est les États qui ont beaucoup de dettes. Donc les États vont être contraints dans leur politique budgétaire, alors même qu'ils sont soumis éventuellement à des chocs spécifiques où il faudrait une politique budgétaire dont on ne peut pas répondre par la politique monétaire. Donc je dirais qu'il y a plusieurs réponses à votre question, mais qui toutes vont dans le sens où il faut quand même, il va falloir une forme de budget européen, capacité budgétaire à terme. Il y avait une manière de raisonner, disons, avant la précédente crise financière ou même après la précédente crise, qui était de dire, finalement, comme vous venez de dire, c'est un raisonnement mundelien, Robert Mundell vient de décéder. On a donc 19 pays dans la zone euro, une seule politique monétaire, il peut y avoir des chocs asymétriques, on a besoin de politique budgétaire et parfois la politique budgétaire nationale ne va pas suffire, on va être contraint parce que malheureusement, le marché peut prendre peur. Quand il y a une grosse crise dans un pays, il faut faire une grosse relance, donc emprunter beaucoup, et le marché peut prendre peur, et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on n'a pas d'outils. Alors que dans une fédération, on va pouvoir être aidé par le budget fédéral. Ça, c'est la première ligne de raisonnement. Et ce qu'on a vu après la crise de la zone euro, c'est que l'inflation n'a pas été récupérée, et finalement, on s'est rendu compte que même si tous les chocs étaient symétriques, même là, on aurait besoin aussi d'une politique budgétaire, en tout cas coordonnée. Mais comme on n'arrive pas à coordonner, on va dire zone euro. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que la politique monétaire ne suffisait plus à stabiliser la zone euro, même si elle était homogène. Donc imaginez une zone euro complètement homogène, et même comme ça, la politique monétaire ne suffit plus parce que les taux d'intérêt sont à zéro, parce que l'assouplissement quantitatif a des limites, etc. etc. Donc, on a un double argument pour avoir une forme de budget européen. La réflexion sous-jacente à toutes les questions que nous avons abordées sur l'Europe, c'est l'idée d'un fédéralisme européen. Est-ce que ce fédéralisme est l'avenir de l'Europe? L'Europe a créé un système qui est vraiment unique. On a des États qui mettent en commun certaines politiques. On peut penser à la politique commerciale, on peut penser à la monnaie unique, mais pas toutes les politiques. Et qui n'a pas donc il y a un Parlement européen, donc il n'y a pas de problème démocratique en Union européenne, contrairement à ce que disent un certain nombre de gens. Donc il y a un Parlement européen qui est élu démocratiquement, un exécutif qui est la Commission européenne, le Conseil. Et le Conseil, donc on a d'une certaine manière deux chambres, le Parlement européen et le Conseil. Mais par exemple, le Parlement européen vote sur des directives européennes, ne vote pas vote le budget aussi européen, mais pas les budgets nationaux. Donc, si on voulait augmenter très fortement par exemple, le budget européen, il faudrait transférer du pouvoir des parlements nationaux vers le Parlement européen. Donc, ça suppose, c'est un choix démocratique qui est très important. C'est pas anecdotique. C'est pas anecdotique. Et ce que ne veulent pas les pays du Nord, et je pense avec une certaine raison, c'est qu'il y ait, ça, c'est Bruxelles, c'est pas de dépenses pas d'impôts sans représentation. Et donc, il faut toujours très attention à ce que le pouvoir de décision et le porte-monnaie soient alignés. Celui qui décide, c'est celui qui décide du financement et ne pas croiser les choses. Ils ont très très peur de la dilution des responsabilités. Là, effectivement, c'est une constante. Tout à l'heure, vous avez opéré une comparaison avec les États-Unis.
En l'occurrence, Joe Biden veut pousser l'économie américaine au maximum de ses capacités afin de réduire le chômage, les inégalités et de regagner la confiance des entreprises. Que pensez-vous du montant du plan de relance en France et à l'échelle européenne par rapport aux 1900 milliards de dollars mis sur la table par les États-Unis? Il ne faut pas oublier non plus que les États-Unis n'ont pas le système social, de protection sociale qu'on a en Europe. Et donc, pendant cette crise, ils ont dû recréer pour l'occasion un système social, en fait, une protection sociale que les Européens ont en temps normal. Donc, le système de protection sociale européen a absorbé une grande partie du choc. Il faut quand même toujours rappeler que en 2020, en France, le PIB, comme vous le savez, a baissé d'après l'INSEE de 8,2%. L'emploi a baissé de 1,6% seulement. Et le pouvoir d'achat des ménages a augmenté. Donc, c'est quand même qu'il y a eu une protection très, très large du revenu en France, malgré des soutiens qui, sur le papier, étaient moins importants. Alors maintenant, il y a une stratégie, en effet, aux États-Unis de pousser l'économie le plus loin possible pour un peu tester le plafond. Alors, ils peuvent faire ça maintenant parce qu'ils ont rouvert l'économie. Il faut bien voir que le décalage entre les États-Unis et l'Europe, c'est avant tout un décalage de calendrier vaccinal, puisqu'ils sont beaucoup plus avancés, et donc ils peuvent rouvrir l'économie et faire ce plan de relance. Donc nous, on est en retard. Il y a déjà un plan de relance qui est en cours de déploiement en France, de 100 milliards, qui n'est pas entièrement dépensé. Donc la stratégie, c'est plutôt d'attendre de la réouverture de l'économie, de surveiller avec plein d'indicateurs qu'on a maintenant en temps réel. En bout de 15 jours, on connaît les données de consommation. Donc on peut surveiller comment ça se passe, le rebond. Le rebond a été très vif l'été dernier, après le premier confinement. Il a été très vif en décembre, après le deuxième confinement. Donc notre espoir, c'est qu'il soit de nouveau très vif cet été. Et s'il n'est pas suffisant, à ce moment-là, on peut réfléchir à des mesures, au moins, mais je crois que c'est un peu prématuré comme discussion sur le plan de relance français, alors qu'il est en cours de déploiement et qu'il n'est même pas encore entièrement dépensé. Et quand on sera sorti de la crise, dans quel secteur stratégique faudra-t-il investir pour privilégier justement cette relance en France? Parce que si ces secteurs, malgré tout, ils vont un jour redémarrer. Et donc, il ne faudrait pas que les connaissances, la technologie aient disparu entre-temps. Et donc là, le secteur évident, c'est l'aéronautique, où on voit bien dans le monde, c'est très difficile pour un pays de construire une industrie aéronautique de zéro. Donc, probablement, c'est l'actif le plus important à préserver, l'aéronautique. Maintenant, sur quel dimensionnement, ça, je ne sais pas. Hein. Et par contre, on peut penser qu'un certain nombre de services, d'événementiel, d'hôtellerie peuvent, disons, plus facilement rebondir, donc réduire la voilure, puis redémarrer. Il y a des compétences, évidemment. Hein, dans tous les secteurs, il y a des compétences, mais c'est moins technologique que dans les secteurs industriels de pointe, comme l'aéronautique. Avec des enjeux aussi climatiques, hein, l'avion non émetteur d'émissions de gaz à effet de serre, ça c'est quand même un challenge très important. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Si vous le voulez bien, nous allons désormais passer à notre traditionnel jeu de fin de rencontre, l'Ago Rapido. Nous allons vous poser une série de questions courtes, successives, auxquelles vous pourrez répondre rapidement. Vous êtes prête? J'ai droit à un joker? Oui. Keynes ou Hayek? Keynes. Votre économiste de référence? Mon économiste de référence, j'en ai plusieurs bien sûr. Alors je vais vous citer une économiste que j'admire beaucoup et qui est peu citée en général, c'est Joan Robinson, qui est une élève de Keynes, dont je vous recommande les écrits, avec une manière d'écrire extrêmement drôle, et qui a vu beaucoup de choses prétendument inventées dans les années 90 ou 2000, et les a vues bien avant, hein, dans les années 40, 50. Voilà. Et votre livre de chevet?
Mon livre de chevet, eh ben, je lis. Alors, qu'est-ce que je lis en ce moment? Enfin, moi, je lis beaucoup de. Je lis de la. Comme livre de chevet, quand j'ai fini de lire toutes les lectures professionnelles, je lis de la fiction. Merci beaucoup Agnès Benassi-Kéré d'avoir répondu à toutes nos questions. C'était un grand plaisir d'échanger avec vous. Nous remercions également nos partenaires, la Massif, Adix, Planète Grande École et le journal 20 minutes pour leur confiance. Avant de partir, nous vous laissons le mot de la fin. Eh bien, je vous remercie beaucoup pour votre invitation. Je vous souhaite beaucoup de persévérance dans cette période difficile pour les étudiants. Et je pense souvent à mes étudiants que j'ai dû un peu laisser pour rejoindre le Trésor, même si je continue à donner un cours. Je sais que c'est extrêmement difficile, mais on aura vraiment besoin de très bons esprits en sortie de crise. Donc, tenez bon, on compte sur vous. Merci beaucoup. Vous pourrez retrouver cette rencontre dans quelques jours sur nos réseaux sociaux. Merci et à très bientôt.